Aux funérailles de grand-mère, mon cousin a annoncé « Elle ne mérite pas de pleurer, elle a abandonné grand-mère pendant des années ». Tout le monde était d'accord. L'avocat s'est raclé la gorge. En fait, votre grand-mère a tout légué à celui qui a découvert le voleur dans cette famille. Puis il a sorti des images de la sécurité de l'hôpital. La pièce est devenue silencieuse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ma cousine Bridget s'est levée aux funérailles de grand-mère et m'a pointé du doigt. Elle ne mérite pas de pleurer. Elle a abandonné grand-mère pendant des années. La salle entière a hoché la tête en signe d'approbation. Mais lorsque l'avocat a sorti des enregistrements de surveillance de l'hôpital 20 minutes plus tard, chaque personne présente a découvert qu'elle vivait dans le mensonge depuis 3 ans. Je m'appelle Johanna, et ce qui s'est passé aux funérailles de ma grand-mère Florence il y a 3 jours a changé tout ce que notre famille croyait sur l'amour, la loyauté et le prix du silence. Vous devez comprendre qui nous étions avant que ces funérailles ne détruisent tout ce que nous pensions savoir les uns des autres. Ma grand-mère, Florence, m'a élevé de 7 à 17 ans pendant que mes parents bâtissaient leur empire immobilier. C'est elle qui m'a appris à faire mes lacets, qui m'aidait à faire mes devoirs sur la table de sa cuisine et qui restait avec moi lorsque je faisais des cauchemars. Chaque moment important de mon enfance s'est déroulé dans sa maison de style artisanal sur Maple Street, celle avec le porche enveloppant où elle m'attendait après l'école avec des biscuits frais et une patience infinie. Il y a ensuite ma cousine Bridget, de 2 ans mon aînée, toujours parfaitement habillée, au langage impeccable, la fille qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de mon oncle Raymond. Bridget avait cette façon de faire paraître chaque geste généreux tout en vous rappelant qu'elle vous rendait service. Lorsqu'elle a emménagé avec grand-mère il y a 3 ans après son divorce houleux, la famille l'a traitée comme une sainte. Pauvre Bridget, qui sacrifie sa vie pour s'occuper de mère, disait mon oncle Raymond à chaque réunion de famille, en s'assurant que j'entende chaque mot. Mon oncle Raymond, le fils aîné de grand-mère, s'était toujours autoproclamé patriarche de la famille après la mort de grand-père. Il gérait les opinions de chacun comme il gérait sa chaîne de quincaillerie, avec des tableurs de griefs et des comptes méticuleux de qui méritait quoi. Il préparait Bridget à devenir la matriarche de la famille après grand-mère, la gardienne des traditions et du patrimoine familial. Ma mère, Diane, avait toujours été l'ombre de Raymond, acceptant tout ce que son frère aîné décrétait comme loi familiale. Elle avait choisi sa relation avec Raymond plutôt que de me défendre si souvent que j'avais arrêté de compter. Raymond sait mieux que personne, disait-elle chaque fois que j'essayais d'expliquer ma version des faits. Ne fais pas de vagues, Johanna. La paix familiale est plus importante que d'avoir raison. Et puis il y avait Monsieur Thornberry, l'avocat de grand-mère depuis 40 ans, un homme qui semblait tout droit sorti d'une série judiciaire avec ses costumes 3 pièces et sa montre à gousset en argent. Il était assis au dernier rang du salon funéraire, silencieux et observateur, une épaisse enveloppe Kraft posée sur ses genoux. Personne ne lui a prêté beaucoup d'attention au début. Nous pensions tous qu'il était là pour présenter ses condoléances, peut-être pour lire plus tard une déclaration juridique standard sur le testament. Nous n'avions aucune idée qu'il était sur le point de faire exploser une bombe qui détruirait chaque mensonge que ma famille avait construit au cours des 3 dernières années. Mais, debout dans ce salon funéraire, regardant Bridget accepter les condoléances pour son dévouement tout en me lançant des regards triomphants, je me suis tu parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient tous. Je connaissais les heures passées au milieu de la nuit au centre de soins de Willowbrook, les moments de parfaite lucidité de grand-mère où elle me serrait la main et me chuchotait « Ils verront la vérité bien assez tôt, ma chérie. Patiente un peu. » Le directeur des pompes funèbres venait d'annoncer que c'était le moment des hommages familiaux quand tout a commencé à s'effondrer. Je me suis levé pour partager un souvenir de grand-mère m'apprenant sa fameuse recette de tarte aux pommes, celle qu'elle n'avait jamais écrite, seulement transmise de main en cœur. C'est à ce moment-là que Bridget a décidé de me détruire devant tous ceux que nous avions jamais connus. Elle s'est levée lentement, délibérément, sa robe noire impeccable, son maquillage parfait même dans le deuil, et m'a pointé du doigt comme si elle identifiait une criminelle au tribunal. « Comment oses-tu » a-t-elle dit, sa voix résonnant dans toute la chapelle, atteignant les derniers rangs où se trouvaient les amis de l'église de grand-mère, les rangs du milieu où notre famille élargie chuchotait, et le premier rang où je me tenais, figé. Comment oses-tu te tenir là avec des larmes aux yeux alors que tu n'as pas rendu visite à grand-mère une seule fois en 3 ans? Pas une seule fois, Johanna. J'étais là, chaque jour, à lui tenir la main dans chaque moment difficile, chaque nuit solitaire où elle appelait sa famille. Et où étais-tu? Trop occupée avec ton petit travail d'enseignante parfaite pour te soucier de la femme qui t'a élevée? La chapelle a éclaté en murmures, les têtes ont hoché.
Des gens qui me connaissaient depuis l'enfance me regardaient avec dégoût. Mon enseignante de 3e année, Madame Henderson, a même secoué la tête avec déception. Ma mère fixait le sol, son silence plus accusateur que n'importe quelle parole. Mon oncle Raymond s'est levé aux côtés de sa fille, la main sur son épaule en signe de solidarité, ses yeux me transperçant d'un mépris absolu. Mais M. Thornberry se dirigeait déjà vers le pupitre, l'enveloppe Kraft maintenant ouverte entre ses mains, et j'ai vu quelque chose dans son expression qui a fait battre mon cœur à tout rompre. Il savait. D'une manière ou d'une autre, grand-mère s'était assurée qu'il sache tout. L'enregistrement de surveillance qu'il s'apprêtait à montrer allait tout changer. Mais à cet instant, debout sous le poids du jugement de toute ma famille, je ne pouvais penser qu'aux dernières paroles lucides de grand-mère, prononcées une semaine seulement avant sa mort: la vérité n'a pas besoin d'être défendue, Johanna. Elle a juste besoin de temps. Il y a 3 jours, j'ai enterré ma grand-mère, Florence, la femme qui m'a élevé lorsque mes propres parents étaient trop occupés à bâtir leur empire immobilier. Debout dans ce salon funéraire, je me sentais comme une étrangère dans ma propre famille. Depuis 3 ans, tout le monde croyait que j'avais abandonné grand-mère au moment où elle avait le plus besoin de moi. Il n'aurait pas pu se tromper davantage. Mon enfance a existé dans les espaces que mes parents laissaient vides. Pendant qu'ils négociaient des contrats et s'envolaient vers des propriétés d'investissement, grand-mère Florence comblait chaque vide d'un amour inconditionnel. Elle transformait leur absence en aventure. Nous préparions 6 sortes de biscuits différents le samedi, chacun avec sa propre histoire de son enfance. Elle m'a appris à lire en utilisant sa collection de romans policiers, faisant les voix de chaque personnage jusqu'à ce que je ris si fort que le lait me sorte par le nez. Quand j'ai eu mon premier chagrin d'amour à 15 ans, elle ne m'a pas offert de platitude. Elle m'a appris à restaurer des meubles à la place, en disant « Parfois, il faut poncer les choses jusqu'à l'os avant de pouvoir les rendre belles à nouveau ». La vérité sur mes visites a commencé il y a 3 ans, lorsque Bridget a emménagé chez grand-mère. Elle venait de divorcer de Trevor, son mari banquier d'affaires, qui avait apparemment investi plus que de l'argent dans son assistante de 23 ans. Bridget est arrivée sur le pas de la porte de grand-mère avec des bagages de marque et une histoire à faire pleurer dans les chaumières qui aurait pu gagner un Oscar. « J'ai juste besoin d'un endroit pour guérir », a-t-elle dit à la famille lors du dîner du dimanche, s'épongeant les yeux avec un mouchoir qui coûtait probablement plus cher que mes courses de la semaine. « Et grand-mère a besoin de quelqu'un ici. C'est le moment parfait. » Mon oncle Raymond a immédiatement déclaré Bridget une héroïne. « La famille prend soin de la famille », a-t-il annoncé en me regardant d'un air entendu. Certains d'entre nous le comprennent mieux que d'autres. La remarque m'a piqué au vif car j'avais proposé d'emménager avec grand-mère 6 mois plus tôt, après sa première chute. Raymond avait rejeté l'idée, disant que j'étais trop jeune, trop inexpérimenté, que grand-mère avait besoin de soins appropriés, pas d'une babysitter. 2 mois après l'arrivée de Bridget, tout a changé. Grand-mère m'a appelé à minuit, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Sa voix tremblait alors qu'elle chuchotait au téléphone, craignant que Bridget ne l'entende depuis la pièce voisine. « Johanna, mes bijoux disparaissent. La bague en émeraude de ma mère, la montre de ton grand-père, le collier de perles qu'il m'a offert pour notre 40e anniversaire. Ils ont tous disparu. Bridget dit que j'imagine des choses. Que la démence me rend paranoïaque, mais je sais ce que je sais. » J'ai immédiatement conduit jusqu'à la maison. Bridget m'a accueilli à la porte en pyjama de soie, son visage un masque de préoccupation qui n'atteignait pas ses yeux. « Join, Dieu merci tu es là. » Grand-mère fait une autre crise. Elle m'accuse des choses les plus horribles. Elle m'a conduite au salon où grand-mère était assise, paraissant petite et effrayée dans son fauteuil préféré. Quand elle m'a vu, le soulagement a inondé son visage. « Dis-le lui, Johanna, a plaidé grand-mère. Dis-lui que je ne suis pas folle. » Les bijoux étaient dans le coffre-fort de ma chambre. La combinaison, c'est ta date de naissance. Vérifie pour moi, s'il te plaît. La main de Bridget s'est resserrée sur mon bras. Le coffre est vide depuis des mois. La démence lui fait oublier des choses. Le docteur Morrison dit qu'il est courant pour les patients de créer de faux souvenirs sur des objets de valeur. Mais j'ai vu quelque chose vaciller dans l'expression de Bridget quand grand-mère a mentionné la combinaison. Elle ne savait pas que c'était ma date de naissance. J'ai insisté pour vérifier le coffre-fort moi-même. Il était vide, mais les traces de poussière à l'intérieur montraient une perturbation récente, des formes là où des bagues et des colliers avaient reposé sans être dérangés pendant des années. Quand j'ai confronté Bridget en privé, elle est devenue virulente. « Tu es juste jalouse que je sois ici et pas toi. Tu veux son argent, sa maison. Tout le monde sait que les enseignants ne gagnent rien.
Ça doit être dur de me voir m'occuper d'elle pendant que tu as à peine de quoi payer ton loyer. En quelques heures, Bridget avait appelé l'oncle Raymond, inventant une histoire selon laquelle j'étais arrivé au milieu de la nuit, bouleversant grand-mère avec des accusations, essayant de la monter contre elle. Le matin, ma mère m'avait appelé 3 fois. « Comment as-tu pu, Johanna ? Bridget sacrifie tout pour s'occuper de mère, et tu crées des histoires parce que tu te sens coupable de ne pas être là toi-même. » La réunion de famille qui a suivi a été brutale. Raymond a présenté la situation comme un dossier professionnel, avec les reçus de Bridget pour les courses et les médicaments, son calendrier de rendez-vous chez le médecin, des photos d'elle lisant à grand-mère. « Et qu'as-tu apporté, Johanna ?» a-t-il demandé, sa voix dégoulinant de mépris. À part des accusations à minuit et du désordre. J'ai pris une décision cette nuit-là. Si la famille voulait croire à la performance de Bridget, je les laisserais faire. Mais je n'abandonnerai pas grand-mère. C'est alors que j'ai commencé à visiter le centre de soins de Willowbrook entre 23h et 2h du matin, lorsque le personnel de nuit me laissait m'asseoir avec elle pendant ces heures d'agitation. Pendant 3 ans, j'ai mené une double vie, enseignant en 3e année le jour, tenant la main de grand-mère à travers ses angoisses crépusculaires la nuit. Elle savait que j'étais là. Pendant ces moments de lucidité, elle me serrait la main et chuchotait « Tu es venu ». C'était suffisant. Les funérailles devaient être ma chance de lui dire au revoir paisiblement, mais Bridget n'a pas pu résister à son moment de triomphe. La chapelle était bondée de tous ceux qui avaient connu grand-mère Florence, ses amis de l'église, ses anciens collègues de la bibliothèque où elle avait travaillé pendant 30 ans, les voisins qui se souvenaient de ses légendaires barbecues du 4 juillet. J'avais choisi un siège au 3e rang, assez près pour lui rendre hommage, mais assez loin pour éviter les drames familiaux. Ce plan a duré exactement 47 minutes. Le père McKenna venait de terminer les prières d'ouverture lorsque les hommages familiaux ont commencé. Le cousin Walter a parlé du jardin de grand-mère, de la façon dont elle faisait pousser des tomates de la taille de pamplemousse. Tante Ruth a partagé l'histoire de grand-mère lui apprenant à conduire sur le parking de Woolworth, toutes deux riant si fort qu'elles ne voyaient plus rien. Puis je me suis levé, tenant la fiche de recette de la tarte aux pommes de grand-mère, celle qu'elle avait finalement écrite pour moi le mois dernier lors d'un moment de lucidité. Grand-mère Florence m'a appris que l'amour ne se résume pas à des mots. Ai-je commencé, ma voix stable malgré les larmes qui menaçaient de couler. Elle m'a montré que l'amour était dans les détails. La façon dont elle coupait les croûtes de mes sandwichs en diagonale parce que les triangles avaient meilleur goût. La façon dont elle... Arrête. La voix de Bridget a fendu le silence de la chapelle comme une lame. Elle s'est levée du premier rang, sa robe de créateur noire impeccable, son visage un masque parfait d'indignation vertueuse. Arrête, Johanna. Comment oses-tu te tenir là à pleurer, à faire semblant de te soucier de grand-mère ? Toute l'assemblée s'est tournée pour me regarder. J'ai vu Madame Patterson de l'épicerie se pencher en avant, avide de drame. Les dames de l'église qui me connaissaient depuis ma naissance chuchotaient derrière leur programme funéraire. Ma mère Diane était assise, figée, les mains serrées sur ses genoux. Bridget s'est approchée de moi, chaque pas délibéré, théâtral. Tu n'as pas rendu visite à grand-mère une seule fois en 3 ans, pas une seule fois. Où étais-tu quand elle s'est cassé la hanche ? Quand elle a eu une pneumonie l'hiver dernier ? Quand elle pleurait la nuit en te réclamant ? Sa voix s'est élevée avec une émotion calculée. J'étais là, chaque jour. Je lui ai tenu la main à chaque rendez-vous chez le médecin, chaque traitement, chaque nuit solitaire où la démence lui volait ses souvenirs. Mon oncle Raymond s'est levé, soutenant sa fille comme s'ils avaient répété ce moment. Bridget a raison. Nous avons tous vu qui aimait vraiment mère. Bridget a sacrifié sa carrière, sa vie sociale, tout pour s'occuper d'elle. Et toi, Johanna, trop occupée avec ta petite classe parfaite, t'es pris de professeur de l'année. Tu n'as même pas pu passer un coup de fil. Le jugement de l'assemblée s'est abattu sur moi comme un poids physique. J'ai entendu quelqu'un murmurer « honteux ». Une autre voix a dit « pauvre Florence, oubliée par sa propre petite fille ». Ma collègue de 3e année, Linda, m'a regardé avec une telle déception que j'ai senti mes genoux faiblir. Ma mère a finalement parlé, sa voix à peine audible, mais plus tranchante que n'importe quel cri. Peut-être que tu devrais t'asseoir, Johanna. Cette journée est déjà assez difficile sans tes simagrées. Bridget n'avait pas fini. Elle a sorti son téléphone, faisant défiler des photos. Regardez, a-t-elle dit en le brandissant pour que tout le monde puisse voir. Me voici en train de brosser les cheveux de grand-mère chaque matin. Me voici en train de la nourrir quand ses mains tremblaient trop pour tenir une cuillère. Me voici dormant sur la chaise à côté de son lit d'hôpital.
Chaque photo était parfaitement mise en scène. Bridget se positionnait toujours là où la lumière captait son meilleur angle, toujours avec cette même expression de sacrifice. « Et toi, qu'as-tu à montrer, Johanna ?» a demandé Bridget, sa voix suintant une fausse sympathie. « Où sont tes photos? Tes souvenirs de ces 3 dernières années? Ah, attends. Tu ne peux pas partager ce qui n'existe pas. » Je voulais crier la vérité. Je voulais sortir mon propre téléphone, leur montrer les centaines de photos de mes visites nocturnes, grand-mère et moi jouant aux cartes à minuit, lisant ses romans policiers préférés quand elle ne pouvait pas dormir, partageant un chocolat chaud à 1h du matin pendant qu'elle me racontait des histoires sur grand-père que je n'avais jamais entendues. Les registres des visiteurs qui prouveraient que j'étais là 5 nuits par semaine, chaque semaine, pendant 3 ans. Mais je suis restée silencieuse parce que 2 mois plus tôt, lors d'un des derniers moments de lucidité de grand-mère, elle m'avait serré la main avec une force surprenante. « Laisse-les penser ce qu'ils veulent, ma chérie. Toi et moi connaissons la vérité, et c'est ce qui compte. Promets-moi de ne rien leur dire jusqu'au bon moment. Promets-moi de laisser M. Thornberry s'occuper de tout. » Alors je suis restée là, dans cette chapelle, noyée sous le mépris de ma famille, serrant la fiche de recette de grand-mère comme une bouée de sauvetage. Bridget est retournée à sa place, la satisfaction émanant de tous les pores de sa peau. Le directeur des pompes funèbres a suggéré de poursuivre le service, sa voix mal à l'aise face au drame familial qui se jouait dans ce lieu sacré. Mais j'ai remarqué M. Thornberry au dernier rang, sortant des papiers de sa mallette. Son expression était sombre mais déterminée. Il a croisé mon regard et a légèrement hoché la tête, et j'ai su que le moment dont grand-mère avait parlé était arrivé. M. Thornberry s'est éclairci la gorge, le son coupant la tension épaisse de la chapelle comme un coup de marteau de juge. Il s'est levé du dernier rang, sa présence commandant une attention immédiate malgré sa silhouette menue. Avant de conclure, Florence m'a laissé des instructions précises pour partager quelque chose avec vous tous aujourd'hui. Bridget a ri, un son sec et dédaigneux. Qu'est-ce que grand-mère pourrait bien avoir à montrer? Elle était atteinte de démence, Monsieur Thornberry. La plupart du temps, elle ne nous reconnaissait même pas. C'est moi qui devais lui expliquer qui était tout le monde quand vous veniez pour le testament. Elle s'est tournée vers l'assemblée avec une expression de martyr. C'était déchirant de voir son esprit s'égarer. Certains jours, elle pensait que j'étais sa sœur Margaret, décédée il y a 20 ans. En fait, a poursuivi M. Thornberry en s'avançant d'un pas mesuré, Florence était tout à fait lucide lorsqu'elle a organisé cela il y a 3 mois. Elle m'a appelé elle-même, a insisté pour une réunion privée à Willowbrook pendant ce qu'elle appelait sa fenêtre de clarté, entre 23h et 2h du matin. Il a sorti une tablette de sa mallette, la manipulant comme une pièce à conviction. Mon oncle Raymond s'est avancé, le visage rouge. C'est inapproprié. Ma mère n'avait pas toute sa tête. Quelle que soit la demande confuse qu'elle a pu faire, elle ne devrait pas perturber ses funérailles. Nous sommes ici pour pleurer, pas pour nous complaire dans les fantasmes d'une femme malade. J'ai des documents de 3 médecins distincts, a répondu M. Thornberry, sortant un dossier et le brandissant. Le Dr Morrison, le Dr Patel et le Dr Williams ont tous confirmé sa capacité mentale pendant des fenêtres spécifiques. Ils ont noté que bien que Florence souffrait du syndrome crépusculaire le soir, elle avait souvent une clarté remarquable tard dans la nuit. Ces évaluations ont été menées sur plusieurs sessions, dûment attestées et notariées. L'assemblée s'est agitée, mal à l'aise. Madame Henderson, qui avait enseigné le catéchisme pendant 40 ans, a serré son collier de perles. Le père McKenna semblait partager entre le maintien du décorum funéraire et le respect de ce qui semblait être les dernières volontés de grand-mère. De plus, a poursuivi M. Thornberry en connectant la tablette au système d'affichage du salon funéraire, Florence a consacré des efforts et des ressources considérables pour rassembler ces informations. Elle a engagé un détective privé, installé des mesures de sécurité légales et a tout documenté méticuleusement. Elle voulait que vous voyiez tout ceci. L'écran s'est allumé, montrant un enregistrement de surveillance du centre de soins de Willowbrook. L'horodatage indiquait il y a 3 semaines, 23h47. On y voyait grand-mère dans sa chambre, assise dans son lit, alerte et animée, et à côté d'elle, lui tenant la main, c'était moi. C'est impossible, a chuchoté Bridget, sa façade parfaitement composée se fissurant. Le personnel a dit que personne ne venait la nuit. J'ai spécifiquement demandé aux infirmières de jour. Elles tenaient des registres. Le personnel de jour a corrigé M. Thornberry. Vous avez spécifiquement demandé aux infirmières de l'équipe de jour pour les visiteurs. Vous n'avez jamais demandé pour les visiteurs de nuit. Le personnel de nuit avait des registres différents,
que Florence s'est assurée de conserver. Il a cliqué sur une autre vidéo datant de 6 mois. Ce n'est qu'un exemple. J'ai 3 ans d'enregistrement. Ma mère a eu le souffle coupé en me voyant à l'écran, tressant les cheveux de grand-mère à minuit pendant que celle-ci riait de quelque chose que j'avais dit. L'horodatage indiquait que c'était un mardi, un soir d'école où tout le monde supposait que j'étais à la maison en train de dormir, me préparant pour mes cours du matin. Mais pourquoi ? A demandé tante Ruth, la voix déconcertée. Pourquoi Johanna venait-elle en secret ? Pourquoi ne pas nous le dire ? Monsieur Thornberry m'a regardé, demandant une permission silencieuse. J'ai hoché la tête, la gorge trop serrée pour parler. Parce que Florence le lui a demandé, a-t-il dit simplement. Après que Johanna a été accusée de fausses allégations sur des bijoux manquants, après que la famille a choisi de croire ces accusations sans enquête, Florence savait que sa petite fille ne serait jamais la bienvenue pendant les heures de visite régulières. Alors, elles ont créé leur propre horaire, 5 nuits par semaine, parfois plus. Johanna arrivait après 23 heures et restait jusqu'à ce que grand-mère s'endorme, généralement vers 2 heures du matin. L'écran montrait maintenant une compilation de visites, moi lisant à grand-mère, partageant des collations nocturnes, l'aidant avec des exercices doux recommandés par le kinésithérapeute, écrivant des lettres à de vieux amis sous sa dictée. Dans chaque image, grand-mère avait l'air heureuse, engagée, aimée. Le personnel infirmier de nuit a rédigé des lettres de soutien, a ajouté Monsieur Thornberry, sortant d'autres documents. L'infirmière Patricia Williams a écrit « Johanna n'a jamais manqué une visite prévue en 3 ans. Elle connaissait chaque médicament, chaque traitement, chaque préférence. Quand Florence a eu son AVC au printemps dernier, Johanna était là en quelques minutes, lui tenant la main pendant que nous attendions l'ambulance. Elle l'a accompagnée à l'hôpital et est restée 14 heures d'affilée, puis est allée directement enseigner à sa classe de 3e année sans se plaindre. Mon oncle Raymond s'est affaissé sur le banc, le visage blême. Mais Bridget a dit qu'elle était toujours seule pendant les moments difficiles. Il y a plus, a dit Monsieur Thornberry, sa voix devenant plus dure. Beaucoup plus. Mais d'abord, je veux que tout le monde comprenne quelque chose. Florence a orchestré cette révélation non par méchanceté, mais parce qu'elle croyait que la vérité et la justice étaient plus importantes que des mensonges confortables. Elle a tout documenté parce qu'elle savait que sa famille aurait besoin de preuves. Elle a protégé le secret de Johanna parce qu'elle voulait voir qui montrerait son vrai visage quand il pensait que personne ne regardait. Mais ce n'est pas pour cela que Florence voulait que vous voyiez ceci, a poursuivi Monsieur Thornberry, ses doigts se déplaçant sur la tablette avec une précision délibérée. Ceci date d'il y a 18 mois, enregistré à 3h17 du matin. L'écran s'est rempli de nouvelles images de la chambre de grand-mère à Willowbrook. L'image était d'une clarté cristalline, montrant Bridget entrant par la porte, regardant par-dessus son épaule avant de la refermer. Elle s'est dirigée directement vers la commode de grand-mère, sortant la boîte à bijoux que grand-mère gardait pour les quelques pièces qu'elle portait encore. Les mains de Bridget se sont déplacées rapidement, professionnellement, sélectionnant des articles spécifiques. La caméra l'a surprise en train de tenir la bague en émeraude de grand-mère à la lumière, l'examinant comme un expert avant de la glisser dans son sac à main. « C'est truqué », a crié Bridget en se levant d'un bond. « Ce n'est pas réel. Quelqu'un a fabriqué ces images. » Sa parfaite contenance s'est complètement brisée, le mascara commençant à couler alors que de vraies larmes apparaissaient enfin. Grand-mère était confuse. Elle m'a donné ses bijoux. Elle voulait que je les aie. Monsieur Thornberry a sorti une épaisse pile de reçus. Ceux-ci proviennent de la boutique de prêteurs sur Gage Garrison sur Riverside Drive, de Valley Gold Exchange sur la 3e rue, et de Premium Estate Jewelry sur Mason Avenue. Chaque transaction porte votre signature, Bridget. Vous avez vendu 43 bijoux de Florence sur 3 ans, y compris son alliance, le collier de perles de son 40e anniversaire, et la broche en diamant qui appartenait à la mère de Florence. L'assemblée a poussé un cri collectif. Madame Patterson s'est même levée pour mieux voir les documents. Le père McKenna avait cessé d'essayer de maintenir l'ordre, son propre choc étant évident sur son visage buriné. Le détective privé que Florence a engagé était très minutieux, a poursuivi Monsieur Thornberry. Il a découvert que vous avez vendu la bague en émeraude il y a 14 mois pour 8 000 $. La même bague que vous portez en ce moment, que vous avez rachetée au prêteur sur gage la semaine dernière pour 12 000 $ en apprenant le décès de Florence. Tous les yeux se sont tournés vers la main de Bridget, où la bague en émeraude art déco distinctive captait la lumière des vitraux. Elle l'a instinctivement couverte de son autre main, mais il était trop tard. Mon oncle Raymond a regardé sa fille avec horreur. « Bridget, dis-moi que ce n'est pas vrai.
Dis-moi que tu n'as pas volé ta grand-mère pendant qu'elle était malade. Elle ne savait pas, la voix de Bridget s'est brisée, désespérée. Elle était atteinte de démence. Ces choses prenaient la poussière. J'avais des dettes à cause du divorce. Trevor m'a laissé sans rien. Trevor vous a laissé avec un accord de 2 millions de dollars, a déclaré M. Thornberry d'un ton sec. Nous avons aussi ces dossiers. Vous avez tout perdu au jeu en ligne. Le détective a trouvé vos comptes sur 17 sites de jeux différents. Vous avez dilapidé votre accord de divorce en 18 mois, puis vous avez commencé à voler Florence. M. Thornberry a cliqué sur un autre document à l'écran. Ceci est un rapport de police que Florence a déposé il y a 6 mois. Elle n'a jamais donné suite parce qu'elle voulait vous donner une chance d'avouer. Elle a attendu, Bridget. Elle vous a donné toutes les occasions de vous confesser, de réparer vos torts. Vous ne l'avez jamais fait. Ma mère avait commencé à pleurer. De vraies larmes de honte et de reconnaissance. Oh, mon Dieu! Johanna a essayé de nous le dire. Elle a essayé de nous avertir pour les bijoux manquants, et nous l'avons traitée de jalouse. Nous l'avons traitée de cupide. Il y a une dernière chose, a dit M. Thornberry en sortant une enveloppe scellée. Le testament de Florence a été mis à jour il y a 3 mois, lors d'une de ses périodes de lucidité documentée. Elle a légué l'ensemble de ses biens à la maison sur Maple Street, son portefeuille d'investissement et tous les actifs restants évalués à environ 2,3 millions de dollars. À la seule personne qui n'a jamais cessé de prendre soin d'elle, même lorsqu'elle était faussement accusée. Il m'a regardé directement, et j'ai senti 3 ans de douleur cachée commencer à se dissiper. Johanna, votre grand-mère voulait que vous sachiez qu'elle a tout vu. Elle savait tout. Elle vous a écrit cette lettre. Les mains tremblantes, j'ai pris l'enveloppe pendant que M. Thornberry lisait sa copie à haute voix. Ma très chère Johanna, j'avais peut-être la démence, mais je n'étais pas aveugle. Tu es venue chaque nuit, non pas pour les louanges ou la reconnaissance, mais par amour. Tu as laissé ta famille te haïr plutôt que d'exposer le vol de Bridget parce que tu savais que cela nous détruirait. C'est ça, le véritable amour. Sacrifier sa réputation pour la paix des autres. Tu m'as protégé tout en les laissant penser que tu m'avais abandonné. Tu es la petite fille que j'ai élevée, la femme dont je suis la plus fière. La vérité trouve toujours son chemin vers la lumière, ma chérie. Merci d'avoir gardé mes secrets jusqu'à ce que je puisse révéler les leurs. Bridget s'est jetée sur moi, les mains tendues vers ma gorge. Tu l'as manipulée. Tu l'as montée contre moi. Tu as tout planifié. Mon oncle Raymond a attrapé sa fille, la retenant pendant qu'elle se débattait. Arrête, Bridget. Arrête. Sa voix s'est complètement brisée. Qu'as-tu fait? Que deviens-tu? La police est entrée dans la chapelle. Monsieur Thornberry les avait apparemment appelés avant le début du service. Pendant qu'il lisait ses droits à Bridget, elle n'arrêtait pas de crier que c'était de ma faute, que j'avais empoisonné grand-mère contre elle, que les familles étaient censées se protéger les unes les autres. L'ironie de cette dernière déclaration n'a échappé à personne. Les funérailles se sont terminées dans le chaos. Bridget a été arrêtée 2 jours plus tard lorsque l'enquête a révélé qu'elle avait volé pour plus de 200 000 $ d'objets à grand-mère sur une période de 3 ans. Le détective m'a dit qu'ils avaient trouvé des registres détaillés sur son ordinateur, des feuilles de calcul où elle avait suivi quels objets prendre, quand les vendre, comment espacer les vols pour éviter les soupçons. Elle avait été systématique, calculatrice, traitant les trésors de grand-mère comme un distributeur automatique auquel elle pouvait accéder chaque fois que ses dettes de jeu augmentaient. Mon oncle Raymond n'a pas parlé à Bridget depuis son arrestation. Il est maintenant assis dans la cuisine de grand-mère, celle où nous nous réunissions tous pour les dîners du dimanche, à regarder de vieux albums photos. Je l'ai laissé tomber, m'a-t-il dit hier, la voix vide. J'ai laissé tomber ma mère et je t'ai laissé tomber. J'étais si fier d'avoir une fille qui semblait parfaite que je n'ai pas pu voir ce qu'elle était vraiment. Et j'ai été si prompt à te juger que je n'ai pas pu voir qui tu étais vraiment. Ma mère, Diane, peut à peine me regarder dans les yeux, non pas par colère, mais par une honte si profonde qu'elle a changé sa posture. Elle est venue à mon appartement hier soir avec une boîte de lettres d'excuses qu'elle avait écrites mais jamais envoyées. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» a-t-elle demandé, les larmes coulant sur son visage. « M'auriez-vous cru ?» ai-je répondu en posant le thé que grand-mère m'avait appris à faire lorsque les conversations devenaient difficiles. « Vous avez choisi la performance de Bridget plutôt que de faire confiance à votre propre fille. Quand j'ai essayé de vous parler des bijoux manquants, vous m'avez traité de dramatique. Quand j'ai dit que grand-mère avait peur, vous avez dit que j'étais jalouse. Nous aurions dû savoir, a-t-elle murmuré. Une mère devrait savoir quand son enfant dit la vérité.
L'héritage n'était pas ce qui comptait pour moi. Ça ne l'a jamais été. Ce qui comptait, c'est que grand-mère savait que je ne l'avais jamais abandonnée. Lors de notre dernière visite, 3 jours seulement avant son décès, elle a été complètement lucide pendant 2 heures complètes. Nous avons parlé de tout. De mes élèves, de son enfance, de la façon dont le café a meilleur goût à minuit quand on partage des secrets. Elle m'a tenu la main et a dit, « Ils connaîtront la vérité un jour, ma chérie. Continue simplement d'être qui tu es. L'amour n'est pas un spectacle que l'on donne. Il s'agit d'être présent quand personne n'applaudit. » Hier soir, j'ai trouvé une autre note de grand-mère, glissée dans le livre de cuisine qu'elle m'a laissé, entre ses recettes de biscuits de Noël et de rôtis du dimanche. « Johanna, tu as appris la leçon la plus importante que je pouvais t'enseigner. Parfois, l'amour signifie laisser les autres se tromper à ton sujet. La vérité fait toujours surface, mais le caractère, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde. » Ces visites de minuit ne concernaient pas seulement moi. Elles concernaient qui tu es. Ne change jamais. Je rends encore visite à Willowbrook tous les soirs. Plus pour grand-mère, mais pour Monsieur Nelson dans la chambre 248, qui n'a pas de famille, et Madame Chen dans la chambre 251, dont les enfants vivent à l'étranger. Je leur lis des histoires, comme je le faisais pour grand-mère, car elle m'a appris que le véritable amour ne se joue pas pour un public. Il se produit dans les moments calmes, quand personne ne compte les points. L'audience préliminaire de Bridget a lieu le mois prochain. La famille veut que je pardonne et que j'oublie, que j'abandonne les charges. La famille ne fait pas ça à la famille, a plaidé tante Ruth hier au café. Mais Monsieur Thornberry a livré le message final de grand-mère à ce sujet. Florence a dit de te dire, Johanna, que la famille ne vole pas la famille non plus. Tiens bon. Le pardon sans prise de responsabilité n'est pas de l'amour. C'est de la complaisance. J'utilise une partie de l'héritage pour créer le fonds commémoratif Florence à Willowbrook. Il garantit que les résidents sans famille reçoivent des visiteurs, en particulier pendant ces longues nuits solitaires où l'obscurité semble plus lourde et les souvenirs plus lointains. Le fonds paie des gens pour s'asseoir avec eux, leur lire des histoires, leur tenir la main pendant les heures difficiles, car tout le monde mérite d'avoir quelqu'un qui est présent, même quand personne ne regarde. La bague en émeraude est maintenant dans ma boîte à bijoux, mais je ne la porte pas. Pas encore. Peut-être un jour, quand la colère s'estompera et que la blessure se cicatrisera. Pour l'instant, je porte la simple alliance en argent de grand-mère. La seule pièce que Bridget n'a pas prise car elle n'avait aucune valeur monétaire. Pour moi, elle vaut tout. La vérité sur la famille, c'est que parfois, les personnes qui partagent votre sang sont des étrangers. Et parfois, l'amour signifie les laisser vous méprendre jusqu'à ce que la vérité soit prête à se défendre seule. Grand-mère le savait. Elle a orchestré son dernier acte non pas par vengeance, mais pour la justice, non pas pour le drame, mais pour la vérité. Elle m'a protégé en me laissant protéger sa dignité. Et à la fin, elle s'est assurée que tout le monde sache que le véritable amour se produit à 23 h un mardi, quand on est épuisé d'avoir enseigné toute la journée, mais qu'on vient quand même parce que quelqu'un a besoin de vous. C'est ça, le véritable héritage de grand-mère. Pas l'argent ou la maison, mais la connaissance que l'intégrité est ce que l'on fait quand personne ne regarde. Et l'amour est ce que l'on donne quand personne ne compte. Si cette histoire vous a touché, veuillez aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous sur un moment où la vérité a finalement éclaté dans votre propre vie. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires sur les familles, les secrets et les manières inattendues dont la justice trouve son chemin.